Alors, je suis ravie, je suis Marion Boudon-Machuel, la nouvelle directrice du département des études et de la recherche de l'INHA. Et je suis très heureuse d'avoir ce privilège de présenter le projet Richelieu. Je vous prie d'excuser l'absence d'Éric de Chasset, qui a eu un empêchement et qui regrette vraiment de ne pas être parmi nous ce soir. Aujourd'hui, le projet Richelieu, qui vise à explorer les dynamiques architecturales, humaines et économiques de la ville à partir de sources numériques, parvient au terme de son développement avec le lancement du site d'exploration des ressources iconographiques qui sont liées à l'histoire du quartier, que nous allons vous présenter en détail ce soir. Il y a eu un séminaire annuel, des ateliers, une journée d'études qui ont permis de consolider ce projet, déjà distingué à la fin de l'année 2023 par un prix Jeune chercheur pour la science ouverte des données de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'INHA est l'un des 6 partenaires qui portent ce projet depuis 2018, et je tiens évidemment à mentionner et à saluer les autres partenaires du projet, la Bibliothèque nationale de France, l'École nationale des chartes, le Centre allemand d'histoire de l'art, DFK, le Centre André Chastel et l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc je tiens à remercier et à citer les membres du comité de pilotage, plus spécifiquement, qui représentent chacune de ces institutions et qui ont accompagné ce projet. Et je les invite à la fin de la séance à réserver un peu de temps pour une séance de photographie qui nous sera bien nécessaire. Philippe Chevalier, Olivier Jacot et Gennaro Toscano pour la BNF, Elsa Marguin-Hamon pour l'École des Chartes, Jean-Baptiste Minert pour le Centre André Chastel, Peter Geimer pour le DFK, Frédéric Kaplan et Isabella Di Lenardo pour le PFL, Livio De Luca pour l'UMR, modèle et simulation pour l'architecture et le patrimoine, et pour l'INHA, Federico Noura et Juliette Tray. Et évidemment, je tiens à adresser aussi mes remerciements particuliers à France Nerlich, ma prédécesseuse qui a piloté le projet pour l'INHA de 2018 à 2023. Alors, ce projet ne se fait pas sans équipe. Il a bénéficié d'une équipe dédiée. Je voudrais également donc remercier, au nom de nous tous, tout d'abord les 2 chefs de projets successifs, Isabella Di Lenardo, qui a initié le projet en 2018, et Charlotte Duvet, que je vais présenter plus amplement tout à l'heure, qui l'a repris en 2021, ainsi que les ingénieurs d'études et de recherche qui ont permis le développement technique du site, Loïc Janson, Paul Kervegan. Ce projet a aussi bénéficié du travail important de doctorants contractuels de l'INHA, Louise Thiroux et Justine Guin, ainsi que de stagiaires et monitrices étudiantes, Théokman Agnolu, Esther Dalivia, Marina Hervieux, Colin Prudhomme, Ravinitesk Anna Puredi, Louise Baranger et Lou Hong. Ce projet n'aurait pu exister sans le soutien essentiel de la Banque de France en 2021 et 2022, puis à nouveau en 2023 et 2024. Et il faut remercier aussi très chaleureusement la Caisse des dépôts qui a apporté son soutien en 2024 au projet et permis son achèvement dans les meilleures conditions. Nos remerciements s'adressent aussi à la Fondation des sciences du patrimoine, grâce à laquelle le projet a pris une envergure expérimentale très ambitieuse, à travers le projet Connex Rich Data, soutenu par la Fondation des sciences du patrimoine en 21-23 et en 23-24. Nous avons aussi bénéficié d'un partenariat avec Paris Musée pour la mise en ligne et la valorisation des collections du musée Carnavalet. Et après tous ces remerciements, il était important de mentionner les institutions et les personnes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit avant-goût, une mise en bouche, je vous propose de regarder la courte vidéo qui a été réalisée à partir des données du projet Richelieu.
Connaissez-vous le cirque du Palais Royal ? Ce bâtiment de 112 mètres de long et 32 mètres de large a occupé le centre du jardin de 1787 à 1799. Destiné à accueillir des courses de chevaux et des spectacles, il était couvert d'une verrière entourée d'une promenade végétalisée. Une autre de ses particularités était d'être partiellement enterré et d'abriter en sous-sol une quarantaine de boutiques. Ce véritable centre commercial avant l'heure disparut dans un incendie. Dans le quartier Richelieu, le Palais Royal est au cœur d'un secteur parfois désigné comme l'Éden de l'enfer. Éden, en référence à l'animation de ces nombreux cafés et restaurants à la fin du XVIIIe siècle, comme le grand restaurant Vidrequin ou le café des 1000 colonnes, à l'entrée duquel siège sa limonadière, l'imposante Madame Romain. Plusieurs de ces établissements donnent directement sur le jardin du Palais Royal, quand ils n'empiètent pas sur son espace à grand renfort de rotondes, comme le café du même nom. Les artistes et les spectateurs des nombreux théâtres environnants s'y croisent continuellement. Il faut dire que pas moins de 14 000 pièces sont jouées à Paris au cours de la première moitié du XIXe siècle. Cette intense activité donne lieu à une importante production d'images, qu'il s'agisse d'affiches, de gravures ou de photographies. Entre la rue Vivienne et le boulevard des Italiens, Franck, Disdéry ou Tourtin réalisent des portraits photographiques du monde du spectacle. Alors qu'au XVIIIe siècle, la gravure favorisait les acteurs, la photographie met en avant les actrices et nous renseigne sur les différences de représentation entre les sexes. Les hommes y posent en costume de ville, quand les femmes conservent leur costume de scène, généralement révélateur de leur anatomie. Il faut avoir comme Réjane une certaine notoriété pour ne pas être cantonné à un objet de désir. L'essor du théâtre trouve aussi un écho dans le développement du mobilier urbain. Implantées à proximité des salles de spectacle, les premières colonnes urinoirs servent de support pour la publicité. Elles laissent place à partir de 1868 aux colonnes Maurice, conçues spécifiquement pour la réclame théâtrale. La notion d'enfer est à mettre, elle, sur le compte de la prostitution, dont le Palais Royal est l'épicentre parisien de 1791, date de sa dépénalisation, à 1830. Une géographie qui n'est pas sans lien avec l'architecture du lieu. Un espace de promenade et de rassemblement dans un périmètre réduit, des endroits propices au racolage comme les galeries et le jardin, sans parler du voisinage des salles de spectacle, tels les théâtres Montansier et Séraphin, grands pourvoyeurs de clients. Les passes se déroulent sur les bancs et à l'abri des péristyles, mais aussi dans les arrière-boutiques et les appartements privés situés dans les étages, d'où les prostituées apostrophent parfois les clients, comme l'illustrent ces gravures. Toutes ces images et des milliers d'autres sont désormais accessibles sur le site Richelieu Histoire du quartier. Fruit d'un important travail de recherche, il permet, grâce à une simple adresse, un mot-clé ou une thématique, de découvrir des ressources inédites qui illustrent les transformations de ce quartier emblématique de Paris. Voilà, on va rentrer plus largement dans le projet grâce à Charlotte, mais je tenais encore à remercier les partenaires, à souligner le plaisir qu'a l'INHA de voir aboutir un tel projet, qu'il faut voir vraiment comme un projet pilote qui est aussi porté, on l'espère, à servir dans d'autres lieux, en France ou ailleurs, et à pouvoir faire se fédérer d'autres partenariats autour de tels projets. Je passe maintenant la parole à Charlotte Duvette, qui est docteure en histoire de l'art et de l'architecture à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et chercheuse associée au Centre de recherche de l'AI-CSA. Ses publications concernent les transformations urbaines de Paris, l'architecture privée, les jardins, l'histoire des constructions et de représentation entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et elle a donc été la directrice, la porteuse de ce projet de 2021 à 2024. Elle nous a quittés pour de bonnes raisons, puisqu'elle est désormais maîtresse de conférences associée en histoire et culture architecturale à l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, à l'ENSAB, depuis septembre 2024. Et Charlotte, je vous passe la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Marion pour cette introduction. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je tenais d'abord à remercier à mon tour chaleureusement, bien sûr, tous les partenaires du projet, ainsi que les collaborateurs et collaboratrices dont vous pouvez retrouver tous les noms sur le site qui est dorénavant accessible à ce lien qui s'affiche juste derrière nous puisqu'on l'a publié et rendu officiel pour l'occasion. Alors, la conception même de cette soirée hybride révèle, si j'ose dire, les dessous de Richelieu, puisque nous célébrons à la fois l'aboutissement d'un premier chantier de recherche sur la ville et ses représentations, marqué par l'inauguration du site qui en découle, qui illustre, je pense en tout cas, la complexité de notre approche qui est interdisciplinaire, un sujet qu'on va approfondir en fin de séance puisqu'on a une table ronde qui va durer environ 45 minutes où on va pouvoir justement discuter de ce thème. Alors comme Marion l'a mentionné, c'est l'ancrage institutionnel qui a délimité, disons, notre périmètre d'études. Ce quartier, bien qu'inexistant d'un point de vue administratif, présente pour autant une telle diversité d'événements, d'architecture, d'équipements, de réseaux aussi à la fois humains et urbains, qu'il s'est imposé finalement comme un terrain d'études assez évident. Alors le quartier, il est abordé à la fois comme une fenêtre sur la ville, mais aussi comme l'échantillon d'un hypercentre européen dont la concentration des ressources à la fois humaines, sociales et culturelles se reflète à travers ses représentations iconographiques et cartographiques. Donc on y trouve 4 terrains d'études pour l'instant, qui ne demandent qu'à être bien sûr élargis. On retrouve une rue, c'est la rue Vivienne, donc qui est juste à côté, là où on se trouve. On a également une place, c'est celle de la Bourse, un ensemble monumental, un lotissement, donc celui du Palais Royal, et enfin un îlot institutionnel, celui de la Banque de France. Donc 4 terrains d'études de 4 types différents qui nous permettent donc d'avoir une recherche assez ouverte. Alors, la temporalité qu'on a choisie dépend vraiment des sources qu'on a pu trouver, numérisées. Donc c'est 1750, 1950, et en vérité, cette temporalité illustre une période de transformation et de production sans précédent qui nous éclaire vraiment sur ce qui fait quartier dans la ville. Ce qui a été vraiment la question qui nous a habité pendant tout le projet. Alors, notre corpus de sources iconographique est à la fois un corpus de sources techniques, artistiques, parfois plutôt anecdotiques, qui est d'une grande variété. On y trouve à la fois des photographies, des dessins, des jetons, des menus de restaurants, des cartes postales, des images de presse, des gravures d'architecture, des partitions, des affiches publicitaires, des maquettes et encore bien d'autres, qui, une fois rassemblées, offrent vraiment une vision assez éclatée d'une rue, d'un bâtiment, d'une marchandise ou d'un événement. Donc, en suivant notamment les perspectives du sociologue Howard Baker, ces images sont à la fois prises comme objets, mais aussi comme sujet d'étude, comme un témoin du côté collaboratif de la création de la ville et, bien sûr, des images. Donc, ce n'est pas tant le volume de documents qui importe dans le projet que la richesse des connexions qu'on a pu établir. Par exemple, si les architectes sont plutôt absents des images, en tant qu'individus, leur construction domine largement l'espace urbain et révèle l'existence de réseaux, des réseaux d'architectes de quartier. Donc je pense notamment à Jean-Louis Pascal, qui était architecte de la Banque de France et de la BNF, mais voilà, bien d'autres exemples. À ces réseaux s'ajoutent aussi ceux des commerçants ou encore des théâtres qui forment ensemble un écosystème assez complexe d'interaction. Donc le site que nous avons conçu est une véritable coupe anatomique sur le quartier. C'est un enchevêtrement de connexions humaines, économiques et artistiques qui se révèle grâce à un système de caractérisation de l'information par thème et entité nommée extrêmement varié sur lequel Louise va revenir juste après moi. Alors, le projet Richelieu a aussi permis de revisiter des thématiques qui étaient déjà connues, mais sous un angle nouveau, grâce à tout un système de datation, de spatialisation et aussi de croisement de sources. On a mis l'accent sur des dimensions un peu moins visibles de la ville, comme le contrôle social ou également la mémoire collective, à l'image par exemple des performeurs du Palais Royal qui ont été rarement étudiés parce qu'ils ont été peut-être éclipsés par d'autres activités illicites mieux connues. Citons également les magasins de nouveautés ou encore les scénographies
architecturale de certaines formes comme les rotondes qui captaient à l'époque le regard des flâneurs depuis la rue, qui étaient donc obligés de se poser sur les affiches et les enseignes qui rhabillent régulièrement les façades, véritable frontispice également de l'économie locale du quartier. Donc la bourse, par exemple, comme on peut le voir à l'écran, attire autant l'attention des agioteurs que celle des artistes et des caricaturistes. Ils en font un symbole utile à la diffusion de leurs idées. Je peux citer par exemple Robert Macaire, qui est disons un héros bandit dandy populaire sous la monarchie de Juillet. Un lien évident se tisse dans nos images entre ce personnage fictif, le palais Brognard, et l'importante activité théâtrale environnante. Donc cet exemple à lui-même démontre l'utilité de la spatialisation pour une meilleure compréhension des activités, mais aussi des imaginaires littéraires. Enfin, si notre site ne prétend pas à l'exhaustivité, mais ouvre plutôt de nouvelles perspectives de recherche, il vous invite vraiment à explorer des dimensions souvent oubliées, telles que la relation entre menu architecturé et restaurant, la place ambivalente peut-être de la femme dans les cafés, entre émancipation et fascination, jusqu'à l'étude également des espaces verts visibles et invisibles d'un quartier. L'interdisciplinarité, enfin, est vraiment au cœur de notre démarche et notre site s'adresse à un large public d'experts et de néophytes, offrant des parcours de recherche inédits qui ne demandent qu'à être complétés par numéro, par date, par thème ou par sujet. Quant à la méthode de recherche développée, elle peut s'appliquer à d'autres quartiers ou d'autres villes dont les traits communs versus les disparités amélioreraient sans doute notre connaissance des mécanismes urbains. Alors, je termine cette invitation en cédant la parole à Louise Thiroux, qui est doctorante, chargée d'études et de recherche à l'INHA, et qui est spécialiste du mobilier urbain parisien au XIXe siècle et qui va explorer les différentes dimensions, disons, de l'espace public qu'on peut retrouver dans le site du projet. Et après Louise, donc, on aura une autre intervention de Paul Kervégan, qui est historien de l'art et expert en humanité numérique, qui clôturera cette session en présentant le dialogue entre recherche historique et développement numérique qui a vraiment structuré notre projet. Donc, merci pour votre attention et la parole à Louise. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le cadre méthodologique et conceptuel du projet ayant été présenté par Charlotte, je souhaite à présent resserrer la focale sur l'un des principaux thèmes ayant émergé à la suite de notre travail iconographique et situé du quartier Richelieu. Fort de 60 thèmes répartis en 6 grandes catégories, respectivement consommer, habiter, représenter, se divertir, s'informer et s'habiller, il me paraît judicieux de revenir sur celui de l'espace public. Ce thème, à bien des égards, résume la quasi-entièreté de ce programme de recherche, tant il parvient à croiser une variété de regards disciplinaires, tout en mettant à jour les marqueurs faisant quartier dans une perspective transhistorique. Plus encore, appréhender l'espace public à l'échelle d'un quartier contribue à interroger la triplicité de la notion d'espace en articulant l'espace conçu à l'espace vécu, mais aussi à l'espace perçu. Penser l'espace public comme un espace conçu offre la possibilité de lier les représentations de l'espace à leur mode de production et à l'ordre qu'il impose. Il s'agit donc de l'espace privilégié des architectes et des ingénieurs. À ce titre, vous pouvez apprécier à l'écran un plan de Manson-Mallet, ingénieur militaire, assimilant l'actuelle place du Palais Royal à un espace idéal relevant de catégories logico-mathématiques, mais aussi la gravure de Perel, graveur royal, faisant de l'architecture un argument au service de la représentation du pouvoir. Ce thème se place donc à la confluence d'autres thématiques majeures du programme, telles que l'architecture, la question du plan, des projets, mais aussi du chantier. Si de nombreux chantiers ont cours dans le quartier, les plus documentés sont ceux liés à l'incursion du métropolitain, place de la Bourse et place du Palais Royal.
Ces images permettent de constater cette évolution de la physionomie du quartier, dont nous sommes d'ailleurs encore aujourd'hui tributaires, tout en enrichissant nos connaissances sur l'interface entre sol et sous-sol qui pose et suppose l'existence d'un espace public parallèle et souterrain. Enfin, envisager l'espace public comme un espace conçu concourt également à la rematérialisation visuelle d'édifices aujourd'hui détruits et qui ont pourtant été des marqueurs capitaux du quartier. On peut mentionner à ce titre le cirque du Palais-Royal qui, de 1787 à 1799, a drainé l'ensemble de la capitale, mais aussi la statue de Camille Desmoulins, fondue pendant l'occupation, ou encore le théâtre des Nouveautés puis du Vaudeville, détruit en raison du percement de la rue du 4 septembre. À cet espace conçu, bâti, se superpose l'espace vécu, celui de la réalité quotidienne et urbaine dans lequel s'illustrent les loisirs et les spécificités commerciales, favorisant le déchiffrement de l'espace du quartier Richelieu. Épicentre de la géographie parisienne du divertissement, l'espace public de ce quartier est fortement marqué par la présence des théâtres. Elle se manifeste notamment par des enseignes, comme sur cette photographie de Stéphane Passet, mais parvient aussi à redoubler son mode de visibilité hors de ces simples murs par le biais de la confection et de la circulation d'affiches liées à sa programmation. Dans sa propension à faire espace, le théâtre jouit également d'un vecteur essentiel de publicité dans l'espace public par l'entremise du mobilier urbain et particulièrement des colonnes Maurice installées à partir de 1868 dans le quartier. Plus encore, l'inscription ici de 7 éléments dans un menu permet de retracer les liens entre les différentes pratiques urbaines menant de la rue jusqu'au restaurant. S'il est bien évidemment un quartier de bouche, ce quartier se vit plus général comme un quartier du commerce, recouvrant des réalités socio-économiques multiples. Territoire de commerces familiaux variés, à l'instar de la boutique de bandage Maison Milan située rue de Beaujolais, ce quartier est aussi le berceau de magasins de nouveautés dont l'emprise spatiale, mise à jour par le travail cartographique et parcellaire, s'avère plus forte encore. En parallèle, le commerce se vit aussi sous la forme d'échoppes dont la progressive disparition au XIXe siècle, à l'œuvre dans la rue, mais aussi dans l'iconographie, signale une mutation de la notion même d'espace public qui se plaît alors à aménager des vides et non plus des pleins. L'étude de l'espace public et de cet espace vécu met également en lumière la grande porosité qu'il existe entre l'espace public et la question de l'intime et du privé. Ce thème se confronte alors à 2 autres thématiques du projet que sont la prostitution, incarnée ici par les boutiques prétextes du Palais-Royal, ou encore la question des mœurs, notamment soulevée par cette urinoir à Sistal située place de la Bourse, au lieu des amours homosexuels de l'époque. Notons aussi que l'espace public, à sa marge, peut également servir de foyer, comme c'est le cas pour le vagabond Chaudruc Duclos, dont la présence dans ce corpus nous rappelle à quel point l'espace public est une affaire de contraste, où le tableau de la misère ne saurait aller sans celui des satisfactions qui le dissimulent et devient un moyen de l'éluder et de s'en évader. Cette question de l'évasion introduit l'idée d'un espace perçu à travers les images et les symboles qui l'accompagnent et que l'imagination tente de s'approprier et de modifier à des fins diverses et variées. Cette question est importante tant la connaissance et la recherche des significations de l'espace public se heurtent à la notion de filtre ou d'écran s'intercalant entre l'observateur et l'espace à percevoir. L'étude de ce vaste corpus iconographique atteste à quel point la perception de l'espace public peut être déformée afin de servir parfois des agendas politiques, notamment durant les périodes révolutionnaires et surtout pendant la Commune de Paris. En effet, l'iconographie semble à bien des égards exagérer l'ampleur des dégradations survenues au Palais-Royal. De ce climat de peur résultent de nombreuses estampes bon marché, reproduites massivement dans la presse et qui maintiennent une atmosphère anxiogène face aux éventuels soubresauts révolutionnaires.
La mise en scène de l'espace perçu forge également des représentations qui dépassent le simple cadre national. Les lithographies du Britannique Cruikshank, vilipendant les galeries du Palais Royal et par extension ses occupants et plus généralement les Français, sert une rhétorique nationaliste fondée sur un espace ayant pour principal objectif de figer ce que l'on perçoit comme autre dans une altérité radicale et irréconciliable. Enfin, l'espace perçu se déploie tout particulièrement par l'entremise d'un médium, la carte postale. On en dénombre près de 150 dans le corpus, représentant majoritairement la place de la Bourse, le Jardin et la place du Palais Royal. 3 principaux types de représentations semblent émerger. D'abord, l'image de la ville ancienne, replaçant le quartier dans un temps long et faisant la part belle à une certaine forme de nostalgie de la ville disparue. Puis, à la marge, des cartes postales proposant une vision fantasmée du quartier qui devient alors propice à la rêverie urbaine. Et enfin, une image plus cadrée, voire encadrée, qui valorise certains points de vue et bâtiments, isolant ces derniers de l'ensemble des réalités qui les jouxtent. Ce dernier type de carte postale tend à véhiculer une image tronquée et idéalisée du quartier. Ainsi, le projet Richelieu, en tentant de rétablir et non de morceler ou d'opposer les dimensions conçues, vécues et perçues de l'espace public, contribue à son tour à dépasser, par une approche située et iconographique, l'image d'Épinal dont s'ouvre encore aujourd'hui ce quartier. Plus encore, la thématisation proposée par le projet met en relief certaines tâches aveugles de la recherche actuelle en proposant des corpus presque clés en main pour des étudiants souhaitant s'emparer de ces questionnements. Je laisse maintenant la parole à Paul Kervégan, qui va poursuivre cette réflexion entamée sur la notion d'espace en vous présentant l'espace numérique et cartographique dans lesquels s'épanouit ce projet. Et je vous remercie de votre attention. Alors, je remercie Louis Siroux pour cette passation. Donc, moi, je vais vous présenter un peu ce que le projet Richelieu a développé pendant ces 2 ans d'existence d'un point de vue numérique. Je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble de la chaîne de traitement que vous voyez derrière moi parce qu'elle est longue et que voilà, ce serait trop. Mais je vais vous présenter par contre les objectifs de cette chaîne, certains points saillants et surtout en fait comment est-ce que numériquement on vient articuler les questionnements numériques et technologiques avec les positionnements scientifiques posés par le projet. Les objectifs de la chaîne de traitement du projet Richelieu et du projet Rich Data également, c'est en fait de traduire des objectifs et des visées de recherche en histoire culturelle, en histoire architecturale, disons traditionnelle, avec en fait des outils numériques qui soient ouverts et utilisables par tous et toutes, et qui soient surtout réutilisables par d'autres personnes que juste nous. L'autre objectif, c'est de traduire des données de recherche, disons, de travail, c'est-à-dire qui font sens pour nous, mais pas pour tout le monde, en de la donnée qui soit ouverte, accessible, réutilisable et faire. Cette chaîne de traitement, en très bref, comporte 3 étapes: production de données, un processus de migration de données pour produire une base de données qui est un peu le cœur du projet, et enfin la plateforme web qui donne accès aux données, dont je vais parler dans la deuxième partie de cette présentation. En entrée, la production des données, en fait, on a 2 types d'informations. Des tableurs Excel qui décrivent un corpus iconographique. Donc le tableur Excel, c'est un outil de recherche qui est relativement traditionnel, utilisé par des chercheurs et chercheuses de tous bords, disons. Et d'un autre côté, un SIG. Un SIG, c'est une base de données cartographique sur laquelle en fait, on a fait un relevé du parcellaire du quartier, principalement de l'axe qui va de la Banque de France et du Palais Royal jusqu'en haut à la rue Vivienne. Relevé parcellaire du coup qui a été fait à partir de sources historiques et qui du coup donne à voir l'évolution de l'espace du quartier tout au long du 19e siècle. À partir de ces données-là, du coup, on va avoir un processus assez alambiqué en fait de migration pour arriver à passer du coup de la donnée de travail à la base de données réutilisable, à la base de données qui fasse sens d'un point de vue numérique, qui soit solide numériquement, disons. Ce processus de migration, il repose sur le fait de faire fonctionner ensemble des types de données très différents: données spatiales, images et données textuelles, et de les intégrer ensuite, du coup, à l'intérieur de ce qu'on appelle une base de données relationnelle, qui est un modèle de données.
Ce processus de transformation, c'est un processus de remodélisation de la donnée et qui s'apparente pour moi à une vraie traduction. Parce qu'en fait, on résume la vie et toutes les différentes approches du projet, tous les différents regards qu'on a pu avoir sur le quartier, regard par l'image, regard par l'espace et par la cartographie, regard par des données textuelles et statistiques sur le quartier au long du 19e siècle. On résume du coup cette vie et aussi en fait on sort d'une vision en silo où disons les images disent quelque chose sur le quartier, la carte dit quelque chose sur le quartier. Là l'idée ça va être de faire fonctionner toutes ces informations différentes ensemble et de réussir à en fait expliciter les liens intellectuels qui existent implicitement en fait déjà dans tous ces documents, parce qu'en fait une image représente un lieu, une carte représente un lieu, ça on sait qu'il y a un lien. Mais du coup maintenant le travail ça va être de rendre ça explicite. Une fois que cette base de données-là, du coup, est créée, la question qui reste, c'est en fait de la rendre accessible pour le grand public. Et donc ça, on le fait à travers cette dernière étape, qui est la plateforme web, qui est lancée aujourd'hui et qui est accessible en ligne. Maintenant, du coup, je vais vous présenter dans la deuxième partie de cette présentation comment cette plateforme manifeste ces questions de recherche et comment est-ce qu'en fait elle s'articule avec tout ce travail préalable scientifique. Pour faire ça, je vais vous parler de deux points d'intérêt. Le premier qui sont les articles rédigés sur le quartier et le deuxième qui est l'interface cartographique du projet. Les articles, on les a pensés comme étant véritablement un projet éditorial, une édition numérique sur 14 articles qui abordent différentes thématiques du quartier. L'objectif, c'était de faire fonctionner ensemble trois choses. Le texte et la recherche et la production d'articles d'histoire de l'art et de l'architecture classique, entre guillemets, l'image avec les documents iconographiques et la donnée. Pour vous montrer ça, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne ce module article. Donc c'est le bloc, les pages articles en fait sont composées de trois parties. Ici on en voit deux. À droite, l'article en tant que tel. À gauche, une visionneuse d'images en haute définition. À l'intérieur de l'article, à droite, on a des systèmes de pictogrammes qui permettent de changer les visionneuses et du coup d'afficher l'image qui correspond à une image qui est toujours en lien en fait avec ce qu'on est en train de lire. En plus de ça, comme on est sur des articles qui sont des produits de recherche, on a des notes de bas de page qu'on a aussi cachées à l'intérieur de pictogrammes. Et en descendant, on voit la troisième partie qui est un catalogue d'images qui sont associées à chaque article. Pour chaque article, on va avoir plusieurs images, ici 278 images, documents qu'on considère pertinents. Comme ces documents, c'est vraiment de la donnée structurée, on va pouvoir faire des recherches à l'intérieur. Ici, par exemple, on affiche tout ce qui date d'avant 1835 et qui a pour dans son titre « Construction ». On affiche un des deux documents. Là encore, visionneuse en haute définition. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur un petit bouton « Carte ». Voilà. Qui du coup affiche en fait le lieu qui est représenté dans l'espace. Et voilà, là on voit du coup un index de toutes les images qui représentent la place de la Bourse, le Palais Brongniart. Voilà. Donc c'est une présentation un peu dense, je vais maintenant un peu revenir sur les différentes choses qui se sont passées et qu'est-ce que ça peut dire de notre rapport aux données. Comme je l'ai dit, du coup les articles ils sont composés en trois blocs. Oups. Texte, visionneuse d'images en haute définition et catalogue iconographique. Commençons par le bloc images. Les images sont visibles dans des visionneuses en très haute définition grâce à ce qu'on appelle le protocole 3IF. C'est un protocole qui vient notamment du monde des bibliothèques mais aussi des universités, qui a été beaucoup porté entre autres par la BNF, qui en fait standardise la manière de décrire des documents iconographiques, mais aussi qui permet en fait d'encourager leur réutilisation. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on ne stocke pas les images que vous avez vues là. On va aller en fait en flux, en live, aller moissonner différentes bibliothèques numériques de la BNF, de Paris Musée, récupérer les informations et les remettre en forme et les réafficher pour les utilisateurs et utilisatrices dans des formats, disons, de haute qualité. Donc là, on est vraiment dans une approche de réutilisation de la donnée et de traçabilité, puisqu'en fait, nous, on a un site, mais dans lequel le lien vers l'institution de conservation du document est toujours présent. Et donc vraiment, le site fonctionne comme étant une sorte d'agrégateur de collections numériques différentes, dans ce sens-là, grâce à cette colonne vertébrale, disons, qui est le 3IF. Voilà. Deuxième gros bloc, c'est le catalogue d'images. Là, on avait 278 images. On n'est pas allé les récupérer chacune à la main, sélectionner toutes les images pertinentes. Ce serait un travail démentiel et pas très intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque article est associé à des métadonnées, à un ensemble de mots-clés qui vont permettre ensuite de construire une porte d'entrée dans la base de données. Pourquoi ? Parce que comme on est dans une base de données, on est dans de la donnée structurée.
Et du coup, on va pouvoir aller récupérer certaines entités nommées, certains thèmes. À partir de ces thèmes et entités nommées qui sont liés à chaque article, on va construire une requête dans la base de données. La base de données répond à cette requête, nous renvoie un certain nombre de résultats. On les affiche à l'intérieur d'un catalogue iconographique. Et du coup, en fait, matériellement, ce qui se passe avec cet article, c'est qu'on part d'un format de rédaction qui est assez tradit, disons l'article de recherche normal, et on l'augmente. On l'augmente en ajoutant de la donnée, en ajoutant de l'image, et du coup on arrive à une situation où l'article de recherche fonctionne un peu comme un contrôleur pour les données à afficher et pour la manière dont on peut les manipuler. C'est-à-dire que l'article définit vraiment l'accès aux données, les types d'interactions avec les données qui sont possibles, et voilà. Je vais, en plus de ça, en fait, si on regarde la vidéo que je vous ai faite, qui dure à peu près 1 minute, on voit un peu l'intérêt de travailler dans une base de données relationnelle et de sortir des silos. Parce que là, en fait, on est passé de façon très rapide d'un article à l'image et à ses métadonnées avec le 3IF, au travail sur des données structurées, à la construction d'une requête en base de données, à l'affichage d'un corpus iconographique, et donc encore à l'image, et pour finir, à de la donnée spatiale. Donc on est vraiment passé à travers tout un état de modalités et de regard sur le quartier, et du coup, le fait de travailler vraiment sur de la donnée relationnelle permet de construire tous ces rebonds et de profiter de tous ces rebonds. Je vais continuer maintenant sur la présentation de l'interface cartographique, interface qui a été prototypée par Marina Hervieux de l'École des Chartes et actuellement à la BNF, qui est ici présente et que je remercie pour son travail. Le projet, en fait, c'était de construire une interface pour accéder à de la donnée spatiale, pour manipuler de la donnée spatiale et pour se servir de cette donnée spatiale comme manière d'explorer l'image, là aussi en facilitant les rebonds entre image et espace. Là aussi, petite vidéo. Donc on arrive sur la carte. Là, on voit tout le découpage parcellaire du quartier qui a été fait. À gauche, un bloc qui permet de filtrer les données. Ici, on choisit d'afficher les parcelles qui ont un certain nombre de ressources iconographiques, comme vous le voyez en ce moment. Ensuite, on va choisir de changer de source cartographique pour afficher seulement les parcelles qui correspondent à l'Atlas Vassereau. Voilà. Et ensuite, pour afficher les parcelles de la fin du 19e siècle, et là on voit que tout le haut de la rue Vivienne a été construit. Et on voit vraiment déjà comme ça, avec cette petite interaction toute simple, l'évolution de l'espace. En cliquant sur le palais Brognard, on a à droite un index iconographique qui s'affiche, et sur la carte, la parcelle sur laquelle on a cliqué qui s'affiche en vert sombre, et toutes les parcelles liées, c'est-à-dire les parcelles qui sont le plus souvent associées au palais Brognard, qui étaient en vert clair. On clique ensuite sur une image, et là encore, c'est quelque chose que vous avez vu. Qu'est-ce qui se passe donc de ce côté-là ? En fait, on a d'abord un gros moteur de manipulation de la donnée spatiale. On manipule la donnée spatiale à partir de sources historiques, les fonds de cartes historiques, et à partir du corpus iconographique qui permet du coup d'afficher certaines parcelles en fonction des ressources iconographiques qui y sont liées. Et du coup, en fait, on peut aussi ensuite accéder à l'information par des filtres spatiaux, par exemple les adresses, mais aussi accéder à l'information... non, en fait, c'est tout. Et du coup, là, en fait, on arrive vraiment à une possibilité d'accéder vraiment de façon très précise à l'information et de vraiment filtrer très précisément l'info spatiale que l'on veut voir. Et ensuite, à partir de là, on se sert de cette information spatiale pour accéder à l'info iconographique. Et du coup, l'idée, c'est un peu de produire des corpus iconographiques et cartographiques à la carte en fonction de nos besoins, et surtout de donner à voir ensemble et de faire fonctionner ensemble les deux gros blocs du site dans son état actuel, l'image et l'espace. Mais une fois qu'en fait on a commencé à faire ce travail-là, on peut continuer, c'est-à-dire qu'au-delà de juste présenter de la donnée, on peut commencer à analyser la donnée, et du coup, parce qu'en fait, ce que je vous ai montré avec les parcelles, quand on clique sur une parcelle, les parcelles associées se surlignent, c'est le tout début en fait de ce qui va pouvoir devenir ensuite une analyse de réseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'on a ce système-là, on peut l'étendre à l'ensemble de la base de données et du coup pouvoir étudier toutes les relations qui se tissent entre toutes les parcelles du quartier ou toutes les relations qui se tissent entre certaines parcelles et certaines activités. Et du coup, à partir de là, on peut vraiment commencer à chercher à analyser qu'est-ce qui structure l'espace, quelles actions structurent l'espace et comment est-ce que l'espace se structure. Par exemple, on peut chercher à déterminer la fonction principale de chaque parcelle. Est-ce que c'était plutôt une parcelle liée au divertissement, au commerce, etc. Voilà, et donc là, en fait, on peut vraiment commencer à chercher à répondre numériquement à des questions de recherche qui naissent à la fois de notre approche numérique, mais qui naissent aussi des questionnements scientifiques qui ont été portés dans l'ensemble du projet. Pour finir, je tiens à dire que c'est un travail, ce site, qui est un travail nécessairement collectif,
Et du coup, je remercie toutes les personnes qui ont pu participer à l'élaboration de cette plateforme, qu'elles soient présentes avec nous ici ce soir ou non. Merci beaucoup Paul et Louise pour cette présentation. Donc on a essayé, on avait évidemment des milliers d'autres exemples à vous présenter, mais on a voulu vraiment cibler sur certains cas d'études. Et la deuxième partie de cette soirée consiste à discuter avec du coup trois collègues pour ouvrir un peu cette question. Et puisque évidemment c'est un travail qu'on a arrêté à un moment donné, à un instant T, mais qui aurait pu être poursuivi. Et donc, pour cela, je vais appeler Isabella Di Lenardo, tout d'abord, qui est l'ancienne chef de projet du projet Richelieu, qui est enseignante-chercheuse à l'École Polytechnique de Lausanne, spécialiste d'histoire urbaine et humanité numérique. J'appelle aussi évidemment Emmanuelle Bermès de l'École des Chartes, qui est archiviste paléographe, conservatrice, enseignante-chercheuse et spécialiste des technologies numériques au service du patrimoine, ainsi que Joël Hudvol, qui est archiviste paléographe, conservateur, historien du théâtre et directeur actuellement du département des arts du spectacle à la BNF. Donc on va poser deux questions différentes, Paul et moi-même. Est-ce qu'on peut... Tu changes des chevaliers? Ah, il manque une chaise. Oui. Oups. Est-ce qu'on peut avoir une chaise supplémentaire? Ou sinon, on peut alterner debout l'un après l'autre, si tu veux. Je peux poser la première question pendant qu'on va chercher une chaise. J'y ai pensé à un moment donné, puis après, j'ai pu repenser. Je pense que ça va marcher. Ça va être réglé, ouais. Alors, donc, l'idée, ça serait qu'on arrive à répondre assez succinctement à ces deux questions qu'on va poser. Donc, la première question que moi, je vous pose concerne vraiment le sujet de la cartographie culturelle en histoire de l'art et la question des apports et des limites, justement, de la mise en place de ces cartographies culturelles pour les villes. En fait, on l'a dit ici, le quartier, nous, on l'a appréhendé de manière multifactorielle, vraiment comme l'échantillon d'une capitale culturelle du XIXe siècle, en écho aux travaux notamment de l'historien Christophe Charles. Et peut-on, à partir de différentes sources, relier finalement toutes les dimensions historiques de la ville moderne pour créer une cartographie culturelle qui rendrait lisibles les réseaux urbains, humains et sociaux? Où se trouve, je dirais, le point de rupture entre la densité des informations, et comme on a pu le voir ici sur notre carte, et le besoin de compréhension aussi de ces cartographies? Comment réussir à doser, si j'ose dire, la quantité de sources vs le besoin de lisibilité? Donc, première sous-question. Et enfin, pour certains chercheurs, chercheuses, la cartographie culturelle, c'est à la fois une méthode d'enquête, mais c'est aussi un outil très utile pour mesurer les interactions entre urbanisme, architecture, développement communautaire. Ça permet aussi de révéler, par exemple, la manière dont les usages du quotidien, les relations sociales, les récits locaux façonnent la signification des lieux. Et cette approche soulève aussi la question, du coup, deuxième sous-question, disons, de la neutralité. Ces cartes ne sont-elles pas totalement liées à la manière dont on perçoit nous-mêmes la ville? Et est-ce qu'il est capable de sortir un peu de cette perception très personnelle de la ville pour avoir un regard plus ouvert, disons, sur les cartographies? Voilà, je vous laisse en discuter. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Emmanuelle? Bon. Oui, du coup, il faut que quelqu'un prenne la parole en premier, je vais le faire. Je vais le faire avec probablement un regard un petit peu décalé, puisque ce ne sera pas un regard d'historienne de l'art par rapport à ta question, Charlotte, mais plutôt un regard justement sur le travail qui a été fait sur les données et sur cette question de comment est-ce qu'on peut réussir à travers une interface, un site comme celui-là, à permettre une intelligibilité
de données qui sont quand même relativement massives, que vous avez traitées dans le cadre de ce projet. Et du coup, ça m'amène un petit peu en arrière, il y a quelques années, avant même que le projet Histoire du quartier démarre, à un moment où on a rêvé d'utiliser les principes du web, et en particulier le principe de l'hypertexte, pour mettre en correspondance toutes les données dont on disposerait sur les œuvres, les artistes, les objets culturels, les personnes, les lieux, les concepts. Toutes les données qui seraient stockées dans les bases de données en silo, hein, Paul a utilisé le terme de silo, et qui ne communiqueraient pas entre elles. Donc ce moment où on a rêvé de cette mise en relation de toutes les données, c'était le moment du web sémantique, où en fait on a tout un univers de normalisation qui est venu s'ajouter à l'univers du web pour nous proposer des standards, des formats qui permettent justement de relier les données entre elles. Et un petit peu plus tard, on a vu émerger le terme de graphe de connaissances, terme qui a émergé, qui a été manipulé, qui a été utilisé par différents acteurs, aussi bien des acteurs publics que des acteurs du monde du privé, comme les grands moteurs de recherche numériques. Et ces graphes de connaissances, il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet qui avait pour objectif de créer un site qui propose ce cheminement dans les données, qui propose ce qu'on a appelé à l'époque le parcours de sens, qui était le Centre Pompidou virtuel. Et donc je travaillais sur ce site entre 2011 et 2014, et on a été confronté à ce défi de la mise en relation d'informations extrêmement diverses par des liens à l'intérieur des données. Dans l'idée de construire un site qui aurait pour vocation de rendre ces relations entre les œuvres, les lieux, les personnes, etc., parfaitement intelligibles. Et à cette époque-là, on avait vraiment eu du mal à relever ce défi parce que il y avait une incompatibilité, on va dire, entre les usages, la façon dont les usages des sites, notamment des sites culturels, se faisaient, et ce qu'on avait l'intention de proposer à travers ce cheminement. C'est-à-dire que sur les sites culturels et documentaires, les gens avaient l'habitude d'avoir une case dans laquelle on recherche, et cette case permet d'afficher des listes de documents, et c'était l'usage établi. Et en fait, vouloir proposer un autre usage qui propose d'entrer dans des grands corpus, non pas en faisant des listes à partir d'une recherche par mot, mais de rentrer dans ces corpus par une navigation qui elle-même est un cheminement qui a du sens et qui permet de découvrir finalement un espace documentaire. C'était un peu ce qu'on avait rêvé et qu'on a eu du mal à faire, je dirais, à l'époque. Donc ce que je trouve vraiment intéressant dans le projet qui nous est présenté aujourd'hui, c'est d'une part que je trouve d'un point de vue interface, et on l'a vu à travers les quelques vidéos et qu'on le voit encore mieux quand on teste soi-même le site, c'est quand même vraiment une réussite d'avoir créé cette fluidité du parcours entre des données qui sont de nature différente, entre des données spatiales, des données iconographiques et véritablement des data, des données qui structurent de l'information et des concepts. Donc d'avoir permis cette navigation. Et puis finalement, d'un point de vue technologique, de s'être affranchi de la contrainte d'utiliser ces technologies du web sémantique que j'enseigne encore en master. Donc je fais souffrir les étudiants avec ça. Mais vous montrez très bien quelque chose que je martèle aussi en cours, et qui est qu'il n'y a pas forcément de lien entre la façon dont on conçoit les données d'un point de vue de modélisation et la façon dont on les stocke pour pouvoir les utiliser. Et là, vous avez vraiment montré qu'on peut s'affranchir de ces enjeux de stockage de format de données et quand même construire un site qui est vraiment pensé comme une modélisation d'un réseau, d'un cheminement, d'un parcours qui n'a pas un point d'entrée principal. C'est vraiment l'atout du graphe, c'est de ne pas se dire on rentre d'abord par la carte, ou on rentre d'abord par l'iconographie, ou on rentre d'abord par les données, mais on peut rentrer
par tous les angles et se promener finalement suivant le principe de l'hypertexte. Alors du coup, pour répondre en la détournant complètement à la question « quelle carte construit-on quelle carte construit-on de la ville avec ce projet ?» Pour moi, déjà, on construit une carte des données, une carte d'un hypertexte complètement libre qui permet de se promener en ayant le point de vue qu'on souhaite avoir. Alors ça répond peut-être pas totalement à la question de la neutralité, parce que les données ne sont jamais neutres, elles sont toujours biaisées par la façon dont on les choisit, la façon dont on les décrit, et une modélisation, c'est des choix, c'est une représentation du monde, donc il n'y a forcément pas une neutralité, mais en tout cas, il y a une ouverture des possibles sur la façon dont on se promène dans cette ville virtuelle que vous avez reconstituée par les données. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que Emmanuel a présenté? Isabella, peut-être? Ça marche, oui. Peut-être, oui, je prends justement le point de vue d'Emmanuel. Je pense que la question reste ouverte, c'est-à-dire que quelle cartographie culturelle, quel est le modèle de cette cartographie culturelle et quelle est la ville que cette cartographie que vous avez magistralement produite restitue, reste à la charge du public. Et je pense que c'est ça la chose et l'aspect le plus intéressant. Il y a plusieurs concepts qui reviennent depuis le début de ce projet sur lequel j'avais commencé à travailler. La première question, comment on densifie l'information historique et comment on l'indexe. Donc ce sont un peu les deux questions qui sont en fait le point de départ du projet, mais aussi le point d'arrivée, comme nous l'avons vu. Qu'est-ce que ça veut dire indexer des informations qui sont pour leur nature assez transversales, parce qu'elles dépendent de sources les plus variées, avec des documents qui ont une granularité d'échelle absolument riche. Elles peuvent également traiter du petit aménagement urbain, donc de la petite architecture, entre guillemets, jusqu'à l'architecture majeure. Donc déjà, la question de l'échelle est importante, mais parfaitement résolue et accomplie. Il n'y a pas non plus une hiérarchie de sources, et ça c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que quand on indexe avec un moteur de recherche espace-temps, quand vous l'avez réalisé, on peut prendre effectivement plusieurs angles et perspectives. On peut dire qu'il y a des documents qui doivent être privilégiés sur d'autres, il y a certaines thématiques qui sans doute sont privilégiées sur d'autres. Essentiellement, dans la manière dans laquelle l'index a été construit, il n'y a pas une hiérarchie de documents. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet à un public bien plus large que celui caractérisé de manière disciplinaire dans le sens de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture ou même d'un siècle, de saisir la plus grande partie d'informations sans forcément penser que le relevé d'architecture d'une façade est forcément plus important que la carte postale ou d'autres types, ou le jeton, comme on a vu dans votre présentation, ou le menu d'un restaurant. Donc, cette question de casser, de briser la hiérarchie de sources me semble aussi très, très important. Et puis l'autre dimension qui naturellement apparaît à travers la récupération de plusieurs entités nommées à différentes échelles est la capacité de faire émerger ce que dans les sciences, justement dans les humanités numériques aussi, on définit la matière noire de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc, l'idée qu'on ne doit pas forcément s'intéresser aux faits majeurs de l'histoire, aux grandes personnalités. Donc, on a un peu quitté, depuis le XXe siècle, cette idée d'une histoire qualitative dans un sens hiérarchie aussi par rapport aux entités qu'on raconte, et on aborde l'idée qui est même dans la masse de données, même en parlant justement de la femme qui tient le café, la limonadière, ou d'autres personnages qui ont peuplé le quartier, on peut récupérer aussi
une densité informationnelle aussi significative et intéressante. Donc pour moi j'aime cette idée de me promener dans les jardins du Palais Royal et d'avoir tous ces fantômes, en fait, cette présence qui l'ont peuplé et qui sont là et qu'on peut les réattendre, on peut les réenacter, on peut les revoir à travers ce moteur de recherche. Et là, on arrive justement sur la transversalité, qui est une question aussi absolument prégnante et présente dans votre travail. C'est-à-dire, quelles sont les limites, quelles sont où une discipline termine et où une autre commence. Est-ce qu'effectivement est correct de parler d'histoire de l'art quand finalement on se saisit aussi de tout ce qui est l'histoire socio-économique, mais aussi l'histoire des spectacles, mais aussi l'histoire des arts performatifs, etc. Donc c'est là que tout de suite une dimension aussi disciplinaire plus large apparaît tout de suite. Et ça, c'est un peu intrinsèque aux données, forcément, mais c'est aussi le pouvoir de l'index et des sources hétérogènes que peuvent, dans un moteur de recherche espace-temps, être à nouveau accessibles. Et c'est là que le public arrive et que forcément, ça sera un public transversal par définition, parce que plusieurs disciplines sont appelées dans ces données, permettent aussi de conduire des recherches à des échelles absolument différentes, avec des points de vue, des perspectives différentes. Et une chose importante, il faut la dire, que tout cela ne serait pas possible s'il y avait certains standards, et là on pourrait rentrer effectivement aussi dans une discussion un peu plus technique qu'on va rapidement court-circuiter, mais c'est important de souligner le grand apport des institutions patrimoniales dans ce sens, parce que s'il n'y avait pas un modèle de données, images et métadonnées nativement ouverts, comme le standard IIIF, j'ai oublié comment dire, 3IF, pardon, en français, comme ce standard permet, on n'aurait pas du tout pu réaliser ce moteur de recherche. Et par ailleurs, on ne pourrait pas faire une recherche de ce type dans un milieu digital, dans un milieu numérique. Et ça, c'est absolument important. Peut-être, moi, je vois beaucoup de réalités aussi en dehors de la France. Peut-être pour la France, c'est quelque chose d'absolument évident et conclu. Ce n'est pas du tout le cas en Europe. Il y a des politiques très différentes à ce regard. Il y a certaines institutions qui ferment les données, d'autres qui décident de les ouvrir, mais ce n'est pas non plus donné pour toujours. Et donc, dans un monde dans lequel les moyens techniques, technologiques, on dirait, qui passent à travers le web, essentiellement, sont de plus en plus puissants, et les nouvelles générations font la recherche fondamentale dans cet écosystème, il faut le dire. Donc, ils sont nativement amenés à fouiller les données avec ces outils. C'est très important de rappeler que l'accès à la source est prioritaire et doit être protégé. Donc voilà, je voulais aussi remercier encore une fois parce que je pense que cette capacité d'avoir vu que la puissance de cet index espace-temps était donnée par l'accès natif à la source, c'est très important. On peut extraire des métadonnées, on peut les retravailler, on peut faire notre propre site, mais il faut que l'information native soit toujours accessible parce qu'il faut vérifier la source, il faut vérifier si ce qu'on a extrait est exact et vous verrez, ça sera de plus en plus présente, cette dimension de retracer l'information primaire. De plus en plus aujourd'hui, qu'il y a des systèmes que justement progressivement peut-être remplaceront le semantic web, c'est-à-dire les larges modèles de langage, dans lesquels on pourra avoir potentiellement des productions de données que vont dans une direction de détachement de la source primaire
et de manque total de confiance en ce qui a été extrait à partir de sources primaires. Et c'est là qu'il faudra penser que préserver cet accès et indexer sur cette base d'accès à la source est très, très important. Dans le site, d'ailleurs, vous trouverez, si vous allez voir chacune de nos notices, on a bien dissocié les informations qui venaient des institutions qu'on a récupérées et notre enrichissement. Donc les deux sont bien mis en évidence. Et effectivement, on avait vraiment pris le parti de travailler avec des institutions publiques, dans le principe de la science ouverte, comme Paul l'a rappelé. Ça faisait vraiment partie aussi des enjeux du projet, qui est presque une preuve de concept, finalement, de ce qu'on veut produire à partir de là. Et justement, la difficulté aussi à savoir où s'arrêter, plutôt dans le fait de rajouter de l'information qui aurait pu être encore plus impressionnante, encore plus imposante. Et d'ailleurs, justement, à propos du théâtre, c'était aussi la question, le fait que, par exemple, pour la quantité d'informations qu'on peut avoir sur un monument théâtre, on ne s'y attendait pas forcément, est assez exponentielle et pas forcément évidente à bien mettre en forme. Oui, en tout cas, moi, je dois vous remercier beaucoup de m'avoir invité à cette table, parce qu'en effet, le quartier était et est un quartier de théâtre, et donc je suis pleinement heureux de le voir comme ça, de l'avoir sous les yeux grâce à ce site. Je dirais un peu comme Emmanuel, il y a un moment... Moi aussi, enfin nous aussi, au département des arts du spectacle, on avait eu un rêve, alors qui portait un nom moins sympathique, plus acronymique, qui s'appelait P2S. C'était du temps de Art H2H, et c'était Patrimoine du spectacle en scène, un projet de promenade aussi dans le quartier, mais plutôt avec un but ludique. Et l'idée, c'était que quand on était devant un théâtre, on pouvait visualiser les archives que la BNF conservait sur ce théâtre à travers une application, etc. Donc l'idée, c'était un peu de cette manière-là de célébrer l'arrivée du département des arts du spectacle dans ce quartier tellement marqué par l'histoire des spectacles. Bon, il était allé que partiellement à son terme, et donc grâce à vous, il est en grande partie arrivé à son terme, et je dirais d'un point de vue scientifique et presque aussi d'un point de vue ludique, parce que moi je trouve, je vais parler en historien promeneur, je trouve que quand on rentre dans le site, on est vraiment happé, et ce que vous disiez sur les différentes entrées, différentes manières d'explorer finalement ces ressources, quelque chose de très simple, de très lisible. Vous parliez de lisibilité. Moi, je trouve que c'est un vrai atout, et la carte en particulier, parce que finalement, ça, on l'a assez peu. Je dirais, chercher, avoir un dictionnaire parce que, enfin, il faut quand même, puisque les chiffres sont à mon avantage, je les cite, il y a 4217 documents dans cette base, et il y en a 1247, soit presque un quart, qui concerne le spectacle. Donc, voilà, il y a un poids du spectacle qui est très important. Et donc, on se balade dans une sorte de dictionnaire, voilà, avec plus de 252 comédiens et comédiennes. Donc là, c'est assez classique. Et finalement, on retrouve un peu ces petits. Mais la carte, elle a vraiment... D'abord, elle est simple d'utilisation. Et ensuite, elle permet justement une compréhension du quartier et des choses qui est assez inédite. Et comme vous le disiez, ça permet de se poser des questions en tant qu'historien sur quel type de relation il y avait entre les théâtres et bien sûr les cafés et les restaurants. Voilà. Alors quelle était la pratique? Mais aussi, par exemple, on découvre qu'il y a des boutiques de bijoux. Bien sûr, est-ce que c'est des vrais, des faux bijoux? Est-ce que c'est des bijoux pour le théâtre? Est-ce que c'est des bijoux pour les femmes qui vont au théâtre? On découvre aussi que, par exemple, en face du théâtre du Palais Royal, puisque le Palais Royal a vraiment un poids particulier dans ce site, je repérais au coin d'une image qu'il y avait sans doute un tapissier qui était juste en face du théâtre. Et du coup, je me suis rappelé que dans une thèse récente soutenue sur le théâtre du Palais Royal, on avait beaucoup de mal à comprendre comment étaient fabriqués les décors, comment était fabriqué le mobilier dans ce théâtre aussi petit. Et donc peut-être que ça peut être une piste
pour creuser, en quelque sorte, en termes de fournisseurs, comment le théâtre se fournissait en meubles, par exemple. Et sur le rapport entre le théâtre et l'image, bon, qui est fondamental là aussi, on voit sur le théâtre du Vaudeville, qui a aujourd'hui disparu, dont on a vu tout à l'heure une image de la destruction, mais quand on le regarde avant d'être détruit, et qu'on zoome, voilà. Alors aussi tout l'avantage d'avoir des images en très haute définition qui permettent d'aller très finement dans les... On se rend compte qu'en fait le rez-de-chaussée a l'air d'être entièrement occupé par un marchand d'estampes. Donc là, tout d'un coup, on se dit que c'est pas simplement un miroir lointain quand le spectacle et la production d'images, mais que c'est vraiment quelque chose d'intimement lié, peut-être même économiquement lié, et ça nous amène à nous poser d'autres questions encore sur le fonctionnement, évidemment la presse, les photographes, enfin tout ça. C'est un écosystème qu'on comprend à la fois, je dirais, au quotidien, c'est-à-dire ça permet, je trouve, de s'approcher aussi de l'expérience du spectateur. C'est-à-dire, si on voit à l'entrée de la Galerie Vivienne, alors en plus on est très excité par le fait que c'est dans notre quartier, mais on voit à l'entrée de la Galerie Vivienne tout d'un coup qu'il y a au même moment un spectacle à la Lune Rousse, au Palais de Glace, au Casino de Paris et au Théâtre des Arts. Tout d'un coup, en fait, ça donne à comprendre l'offre, finalement, l'offre culturelle que les spectateurs avaient sous leurs yeux et laquelle était, on va dire, mise en avant par rapport à d'autres. On pourrait comparer, du coup, avec la réalité de la programmation qu'on connaît par d'autres sources et voir lesquelles étaient réellement mises en avant pour le spectateur. Alors, je voudrais juste revenir aussi sur une chose, sur la question de la neutralité. Alors, vous parliez de la neutralité dans la manière du traitement des données, mais moi, je dirais qu'il y a un vrai biais, malgré tout, c'est que le spectacle a produit beaucoup d'images. Donc déjà, les sources elles-mêmes sont complètement déséquilibrées par rapport à la vie du quartier. Justement, les tapissiers, les boutiques, les marchands de fruits et légumes, s'il y en avait, en réalité, ils ont été beaucoup moins photographiés ou précédemment illustrés. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. On a une vision du quartier qui est sous le prisme des images qu'on en a produit. Et je dirais, l'autre biais, c'est qu'on a aussi beaucoup numérisé. Par exemple, nous, à la BNF, on a beaucoup numérisé d'iconographie théâtrale. Donc peut-être moins que d'autres types d'iconographie. Ça a encore renforcé le côté théâtre du quartier. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose dont il faut qu'on... Pour le coup, on se perd dans la ville, mais il faut rester conscient que cette ville, c'est une ville un peu fantasmée. Sans doute, des gens habitaient là, de manière beaucoup plus anodine. Voilà. En tout cas, pour moi, ce que je trouve, c'est vraiment un laboratoire à idées et à une sorte d'excitation intellectuelle à simplement se promener dans le site. Et puis peut-être qu'on va revenir sur la manière dont on pourrait le poursuivre. Donc je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un petit peu cette idée que le projet, finalement, quand on va aujourd'hui sur le site et qu'on regarde toutes les sources qu'on a, on a un peu une sorte d'état des lieux de ce qui est accessible numériquement pour étudier la ville, les différents types de sources qu'on peut trouver. On a moissonné vraiment tout ce qui était disponible par thème, numéro de rue, etc. Et on a vu que toutes les rues, enfin, il n'y a pas une seule parcelle du quartier qu'on a étudié qui n'est pas documenté. Enfin, très peu. Il y en a peut-être, je sais pas, 2 ou 3 qui sont un peu en zone d'ombre. Ce qui prouve que, voilà, aujourd'hui, grâce à tout ce qui est numérisé, on peut effectivement étudier des parcelles. Où parfois, pour une parcelle, il y a 400, 600 images, et pour une autre, il n'y en aura que 2. Mais il y a assez peu de zones d'ombre. Mais en revanche, les zones d'ombre seront plutôt par type de source non numérisée, peut-être des choses encore plus anecdotiques, disons. Je pense notamment des sources de topographie. Enfin, il y a encore d'autres sujets ou d'autres institutions qui n'ont pas encore
autant numérisées que celles avec lesquelles on a travaillé et qui enrichiraient encore tout ça. Mais après, là, c'est une autre question. Est-ce que cet enrichissement changerait le regard qu'on a aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que ça viendrait juste enrichir une masse de données? Ou est-ce que ça proposerait un autre regard? Donc ça, je suppose que c'est pour une V2, qui n'est pas prévue tout de suite. Voilà. Deuxième question que je laisse Paul. Merci beaucoup pour, bien sûr, vos remarques. Merci Charlotte pour cette belle transition. Alors maintenant, on va s'attaquer peut-être à des questions un peu plus techniques, quoique pas forcément. Oui. C'est que le projet Richelieu, surtout son approche numérique et surtout le sous-volet de son approche numérique qui est Rich Data, a été pensé pour être réplicable. Ça veut dire qu'en fait, l'approche qu'on développait sur le quartier, c'est-à-dire on a des sources, on a une chaîne de traitement, la chaîne de traitement produit une base de données, la base de données donne accès à un site, le site est accessible aux utilisateurs, en bref, que c'était une approche qui devait être réplicable, c'est-à-dire qu'en fait, demain, on pourrait la relancer sur un autre quartier. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire en développant des outils qui soient... Parce qu'en fait, les données, c'est une sorte de... Enfin, les données, c'est un contenant dans une boîte, mais une fois qu'on a la boîte, en fait, on peut mettre d'autres contenants à l'intérieur, disons, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose... Donc nous, notre approche qu'on a développée, elle cherche à être techniquement réplicable, mais en fait, en travaillant dessus, on a de plus en plus remarqué qu'il y avait quand même des gros freins à la réplicabilité. Un premier frein, je pense, ce serait des limites humaines, parce que y a un temps de travail qui est extrêmement important, en fait, pour rendre quelque chose réplicable. Là, par exemple, pour la production de données, il y a le travail immense de constitution de corpus iconographique, il y a aussi le travail immense de découpage parcellaire qui a été réalisé surtout par Loïc Janson, de découpage parcellaire du quartier, qui est vraiment quelque chose qui est extrêmement chronophage et qui demande un travail qui est au final très spécialisé. Donc première limite, c'est la réplicabilité, je pense, humaine. Et deuxième limite, on pourrait dire que c'est des questions plus scientifiques, dans le sens que est-ce que ça a un sens ou est-ce que c'est désirable de développer une seule approche qui puisse au final être appliquée un peu partout? Est-ce qu'on ne délocalise pas un peu notre approche en faisant ça? Et ensuite, je me suis dit aussi que si on regarde un peu l'histoire des humanités numériques, enfin l'histoire brève des humanités numériques et de quels projets au final ont tenu un peu dans la longue durée, moi, je pense à deux projets. L'un, c'est le Paris Time Machine et tous les projets Time Machine, qui sont des projets qui sont développés depuis les années 2010 en Europe autour des études spatiales et qui ont développé énormément d'outils pour l'étude spatiale, beaucoup en milieu urbain, mais pas que, et d'outils qui sont réutilisables. Et le deuxième projet, ce serait HTR United, qui est un projet plus récent, celui-là, qui produit en fait de la vérité de terrain, c'est-à-dire des données propres pour l'entraînement de modèles de reconnaissance automatique de caractère. Et ce que je vois dans ces deux projets qui a très bien fonctionné, c'est que, d'abord, tout est ouvert, et ensuite, c'est des projets qui développent peut-être moins des chaînes de traitement complètes que des petits outils, enfin pas si petits que ça au final, mais des outils qui peuvent être appliqués et qui peuvent être réutilisés de façon, disons, peut-être plus légère que une énorme chaîne de traitement très, très rigide et très définie. Et l'autre chose que je vois aussi justement qui fonctionne bien dans ces projets, c'est que c'est des projets qui ont su animer une communauté de chercheurs et de chercheuses qui va participer, réutiliser, revenir sur les outils, améliorer les outils. Et pour moi, c'est vraiment ça qui, au final, qui permet la durabilité, disons, de la chose. Et du coup, moi, je me demandais, vous, par rapport à votre expérience, comment est-ce que vous pensez que numériquement, on peut atteindre la réplicabilité? Est-ce qu'on peut? Jusqu'à où? Et quel type de réplicabilité on peut atteindre? Et enfin, est-ce que justement cette réplicabilité est désirable? J'espère que cette question n'était pas trop longue. Prendre le même ordre, non? Qui veut commencer? J'ai oublié cette partie-là. Oui, je propose qu'on fasse le tour de table dans le même ordre, autour de cette table ronde qui ne l'est pas. De mon côté, je trouve ça vraiment intéressant que vous mettiez l'accent sur cette dimension humaine, parce qu'il y a quand même une particularité aux données qui sont présentées dans ce site, c'est que c'est des données qui sont quand même fortement éditorialisées.
Et je comparais tout à l'heure avec le projet du Centre Pompidou et le parcours de sens et les problèmes qu'on avait eu sur ce projet. Et je pense qu'un des principaux écueils qu'on a rencontrés, c'est que l'idée du parcours de sens du Centre Pompidou sur lequel j'ai pu travailler en 2012, c'était de ne pas éditorialiser les données. Donc de penser que la seule richesse naturelle, on va dire, des données, de leur connexion entre elles, suffirait à donner du sens au cheminement dans le site. Or, votre travail montre bien que pour donner véritablement du sens, en fait, il y a une éditorialisation qui est très forte, qui se traduit par la méthode. Donc pour moi, Charlotte en parlait tout à l'heure, mais la première chose peut-être qui est réplicable, c'est la méthode de recherche déjà, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde l'histoire d'un quartier en passant par l'iconographie, et comment est-ce qu'on aborde ces grandes bases d'images, comment on cherche dedans pour réussir à constituer un corpus aussi riche que celui-là. Donc déjà, pour moi, là, il y a quand même quelque chose qui est une piste de comment, justement, on éditorialise des données pour répondre aux besoins d'un projet de recherche. Ensuite, ce que j'observe sur les projets de recherche en humanité du numérique, et je pense que le vôtre fait partie de cette catégorie, dès lors qu'il s'adresse à une masse relativement importante de données, c'est que c'est souvent des projets de recherche qui sont un peu en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps qui est de dompter la masse, d'essayer de l'appréhender, de faire des corpus à l'intérieur, de donner des clés, de construire des outils qui permettent d'entrer dans cette masse suivant différentes clés de recherche. Et puis après, il y a un deuxième temps qui est, une fois qu'on a construit cette plateforme que vous avez faite, la recherche n'est pas finie, en fait, elle est loin d'être épuisée. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on pourrait avoir d'autres étudiants qui vont simplement s'emparer de cette plateforme pour aller faire des thèses ou des mémoires portant sur les données qui ont déjà été rassemblées, parce que 4000 documents, c'est déjà pas rien. Et que même s'il y a un premier travail qui a été fait pour relier ces données, les mettre à disposition, ensuite on peut continuer à travailler dessus, à voir ce que font émerger les connexions entre les données, ce qui apparaît, etc. Donc pour moi, au-delà de la question de la réplicabilité, il y a aussi l'idée de se dire que ce projet n'est en réalité pas fini, que non seulement on pourrait continuer à rajouter des documents dedans, mais que même sans aller jusque-là, maintenant qu'on a créé cette plateforme, il faut la lire en fait. C'est comme si on avait écrit un ouvrage mais qu'on n'avait pas encore commencé à le lire. Donc il y a encore du travail. Donc ça c'est un premier point. Et peut-être le deuxième point, c'est au-delà du partage des outils, et effectivement peut-être de scinder en fait tout ce que vous avez fait en plusieurs sous-éléments qui pourraient être partagés, ce que je trouve être une approche très prometteuse. Pour moi, il y a la question du partage d'une part des données et d'autre part du modèle, puisque là, à travers le site que vous proposez, on a une proposition visuelle d'interface de navigation dans les données, mais des chercheurs qui ont l'habitude d'utiliser des outils numériques pourraient vouloir travailler sur les données directement pour faire justement des représentations de graphes, de réseaux, de choses comme ça. Donc ça supposerait de partager peut-être les données que vous avez créées, et que là, on retrouverait peut-être la couche web sémantique qui servirait à faire de l'interopérabilité en suivant les fameux principes FAIR qui ont déjà été évoqués tout à l'heure. Mais sur la réplicabilité, il y a peut-être le partage du modèle aussi de la base, c'est-à-dire que là, je pense qu'on tient quand même un travail qui est très complet sur quelles sont les clés de modélisation qui sont utiles pour représenter un milieu urbain. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est candidat aussi à la réplicabilité dans d'autres projets. Est-ce que je réponds très rapidement ? Oui. D'accord. Pour la réutilisation des données, on a une API qui est en cours de développement pour réutiliser les données, et on pense aussi faire un dépôt ou un data paper avec les données du projet pour qu'elles puissent être réutilisées. Et pour le partage du modèle, on a déjà pas mal communiqué dessus, mais c'est vrai que je pense que ce serait bien qu'on fasse quelque chose de plus solide que des présentations orales. Mais c'est un travail en cours. Voilà. Oui, donc je pense que quand on parle le mot réplicabilité fait tout de suite imaginer très proche, on dirait, à ce qu'est la reproducibilité. Et justement, c'est quelque chose de très vrai quand on parle d'approche numérique.
Donc, on a parlé, justement, Paul a cité le concept de la chaîne de traitement de données. Il faut penser aux chaînes de traitement de données comme des chaînes industrielles. Donc, il y a plusieurs approches, on peut prendre plusieurs approches, des approches entièrement automatisées, qui sont les plus difficiles à mettre en place au début. Peut-être ils donnent moins de confiance, mais ils sont le plus réplicables. Et ceux qui ont une curation humaine. Et c'est justement le cas du projet Richelieu. On peut décider, quand on établit des chaînes de traitement de ce type, donc pour partir de la source et arriver à la mise en contexte de la source dans un moteur espace-temps, on peut décider à quel moment, à quelle étape, l'intervention humaine est essentielle. On peut décider jamais. Il y a des boîtes très grandes aujourd'hui qui décident justement que peut-être ils filtrent juste d'abord et après c'est fini. Ou on peut décider que peut-être pour la constitution du corpus, c'est très important de le définir tout de suite et donc c'est là que l'approche humaine rentre en question en matière. On peut décider que dans le modèle de données également, il y a quelque chose qui relève de l'humain qu'il faut qu'il soit pris en compte, etc. Donc c'est vrai que plus il y a une espèce d'équation qui est toujours vraie, plus on rajoute l'apport humain, ce qu'on dirait l'aspect d'autorialité et d'invention humaine, de spécificité aussi, de professionnel, de capacité de compréhension de quelles sont les données en jeu, moins il y aura la capacité de repliquer le projet tel quel. Ça, c'est malheureusement vrai. Ce n'est pas vrai dans le cas en question. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la méthodologie est aussi très générique. Et donc, l'idée qu'il y a des protocoles de lien avec les sources qui sont déjà mis en place, ce sont des protocoles standardisés. Le fait que, par définition, l'outil de l'interface espace-temps est un outil générique permet aussi d'impacter un peu moins le projet de l'intervention humaine et donc, effectivement, permettrait une réplicabilité et aussi à d'autres échelles. Donc, on pourrait prendre d'autres quartiers, on peut reprendre aussi des villes entières ou pourquoi pas des régions et des pays. Donc ça, c'est sans doute vrai. Dans le cas spécifique, on parle d'un projet qui a des données, donc des datasets, a produit des datasets avec curation, qui, à mon avis, est la valeur ajoutée de ce projet. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait pu choisir une approche un peu plus automatisée, donc en essayant d'avoir un impact un peu moins dépendant de l'autorialité de Charlotte et peut-être de Paul, de leur regard scientifique, de leur regard qualitatif sur les sources. Mais forcément, on n'aurait pas eu ce niveau de qualité de données en sortie. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que, comme disait justement Emmanuel, les données sont là, maintenant sont produites. Elles attendent à être étudiées. Et c'est à ce point, c'est à ce moment qu'en public, aussi des citoyens, pourquoi pas, qui peuvent justement se saisir de leur quartier, revoir en contexte les événements, les personnages, etc. Mais moi, je dirais un peu plus les chercheurs ont ce devoir. Donc les données sont prêtes. Il faut les étudier, il faut déjà les former pour essayer d'être capable de manipuler les données nativement dans leur API, donc essayant de les étudier sous forme différente, des graphes ou d'autres méthodologies possibles. Il faut après qu'ils sortent des publications scientifiques qui ont peut-être un format nouveau, et c'est-à-dire un format qui n'est pas peut-être aussi un classique, papier, qui est donné une fois sur toutes, mais, ou peut-être pas. Des formats qui peuvent être recorrigés au fur et à mesure que des nouveaux jeux de données arrivent et que des nouvelles
informations arrivent, que peut-être sont recorrigées derrière et peut-être sont retransformées. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui permet ce type de projet, c'est-à-dire que quand on a des API, donc on est dépendant essentiellement d'une espèce de dispenser de données qui peut, d'une espèce de fontaine de données, on peut ouvrir un robinet et les données arrivent. Si on s'aperçoit qu'on a une release, donc une version améliorée des données qu'on a produites, on peut la réuploader dans cette fontaine et on peut donner vie à un nouveau jet différent, de recorriger, améliorer avec d'autres versions. Ça permet de recorriger aussi en partie les théories historiques qui arrivent et de le faire avec un temps court. Donc, sans attendre 10 ans, 20 ans que des thèses de doctorat soient produites, mais aussi avec une rapidité de reformulation d'une interprétation qui n'avait pas de pair avant de l'existence de ce type d'interface qui permettent ce type d'accès. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la réplicabilité, mais oui, mais justement, il y a un seuil qui est un seuil technique dû à l'intervention humaine, et aussi, peut-être juste une dernière chose maintenant que j'y pense, aussi un seuil de la quantité de données. Ça, forcément, c'est quelque chose que vous avez vécu en première personne. Quel est la seuil pour laquelle l'intervention humaine n'est plus praticable, sauf si on avait 10 ans à disposition pour étudier le quartier ou 20 ans pour étudier tout le quartier. Il y a forcément des limites. Et c'est ça qui est intéressant, où l'intervention humaine doit s'arrêter et on doit passer à un autre type d'approche, qui est une approche automatisée, forcément. Je ne crois pas avoir grand-chose à apporter sur la question de la réplicabilité, mais en revanche, sur la manière dont on pourrait prolonger le site, en fait, je rejoindrai cette notion de seuil. Évidemment, on a envie d'aller plus loin, c'est-à-dire là, il y a un choix qui a été fait de périmètre de quartier qui, pour l'histoire des spectacles, est pas exactement celui qu'on aurait sans doute choisi. C'est-à-dire, bien sûr, par exemple, il y a aussi dans le périmètre la Comédie Française, mais elle est traitée très en mineur, alors que, voilà, elle existe, elle est dans le périmètre. Et puis, hors du périmètre, mais pas loin, il y a quand même l'Opéra Garnier. Et puis, quand on va sur le boulevard, alors là, on est vraiment aussi dans le domaine, on a envie d'aller jusqu'au Funambule. Donc, il y a vraiment, sans parler de faire, je dirais, le théâtre à Paris de 1750 à 1950, quand même, je pense, suivant le type de recherche qu'on fait, suivant le domaine de recherche, des quartiers différents. Et ça, comment un tel projet pourrait prendre en compte ces souhaits, je trouve que c'est vraiment une problématique intéressante, parce que du coup, si on lit la vie des spectacles à travers Quartier Richelieu tel qu'il est aujourd'hui, on peut aussi passer à côté de choses importantes, parce que tout simplement, voilà, il y a des limites géographiques qui ont été posées à un moment, et on comprend bien qu'on ne pouvait pas aller plus loin. En termes de prolongation aussi, là c'est peut-être plus le bibliothécaire qui parle. Je trouve qu'on a envie d'aller plus loin aussi en termes de ce que j'appellerais des autorités, en termes de, voilà, parce qu'on a des noms de comédiens, parfois on a juste le patronyme, pas le prénom, et on se dit, ben, là, peut-être que ça vaudrait la peine, étant donné déjà le vivier que ça représente, d'aller plus loin, parce que on n'y a peut-être pas assez insisté. L'ouverture, enfin la transversalité que ça offre, c'est d'avoir tout sur une même personnalité dans, je ne sais plus, 24 bases de données voilà, différentes. Donc on se dit, bah, ce point d'entrée, il est particulièrement intéressant, mais du coup, il devrait peut-être être un petit peu renforcé en termes de normes, de dates, etc. Bon, voilà, et je trouve que, enfin là, ça pose la question, évidemment, là, on est face plutôt à un produit fini, mais s'il pouvait,
il faut des moyens, on est d'accord. Mais il y a aussi quand même la notion de collaboratif. C'est-à-dire, si je trouve tout d'un coup que tel acteur habitait telle rue du quartier, j'aimerais pouvoir le dire parce que ça va être utile à l'étude du quartier dans sa globalité. Donc, je trouve que, voilà, comment enrichir les données encore, c'est une question qui se pose. Et puis peut-être alors il y a aussi comment chercher d'autres images, parce que évidemment, quand on connaît bien un peu les arcanes du catalogue général, voilà, on en trouve d'autres. Et ça, c'est évident. Donc, comment éventuellement élargir, enrichir encore la quantité d'images. Et je trouve que se pose la question aussi des sources écrites. Parce que, évidemment, en fait, ce que fait le quartier Richelieu, c'est qu'il géocalise les sources. Et ça, du coup, je ne sais pas si on est devant l'immeuble où est publié tel journal, on se dit s'il est numérisé dans Gallica ou dans Retro News, eh ben, en fait, on aurait envie d'avoir les traces, enfin, immédiatement accès à ce journal. Et évidemment, j'y pense particulièrement en termes de théâtre, parce que toutes les archives, enfin une très grosse partie des archives du théâtre du Palais Royal pour le 19e siècle est au département des arts du spectacle. Les registres journaliers, voilà, tous les dessins de l'héritier qui était un acteur du théâtre et qui a croqué pendant 40 ans ses camarades. Donc là, on se dit, cette notion, moi je trouve ça très intéressant, c'est une notion de géocaliser les sources, images ou écrites. Enfin, c'est une vraie réflexion, je trouve, qu'on pourrait avoir et que fait naître le site. Et en fait, je ne l'ai pas précisé parce qu'on n'avait pas énormément de temps, mais il y a les sources, on géolocalise la source produite et ce que montre la source, et même les différents éléments. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, oui. C'est intéressant d'avoir insisté là-dessus. Et autre chose, pour la dimension textuelle, évidemment, c'est vrai qu'avec Paul, on s'était dit que quand à un moment donné, on avait un peu réfléchi à ce qui pourrait être fait ensuite, c'était clairement l'objectif de se dire, bon, ben, une autre version, si on garde l'emprise topographique et les axes de recherche, ça serait d'ajouter évidemment les textes. Et là, c'est assez démentiel le nombre de sources qu'on pourrait trouver, mais moi-même, en faisant certains articles, j'ai été chercher de la source textuelle pour compléter. Donc, j'ai déjà un peu anticipé, disons, cette autre démarche, mais qui rentre, je crois, même dans le modèle de données. Le texte, ça serait encore autre chose qu'il faudrait, me semble, mettre en place. Mais bon. Oui, je pense que ce serait un champ différent, mais c'est vrai que ce serait typiquement l'évolution, le next step, quoi. C'est vrai. Ne serait-ce que les guides. Oui. Les guides qui disent d'ailleurs que la rue Vivienne est à l'époque le centre de Paris. Voilà. Pour finir sur une belle note. Et d'ailleurs, je crois que notre dernière vidéo porte sur la rue Vivienne. Une transition parfaite. Merci beaucoup pour votre présence. À l'issue de la vidéo, il y a du coup un cocktail dans le hall de l'INHA. Saviez-vous qu'avant l'inauguration du palais Brongniart en 1826, les agents de change menèrent un temps leurs négociations sous les arcades du jardin Vivienne. Quant au café situé au 29 rue Vivienne, il doit son nom au théâtre du Vaudeville, haut lieu de la scène parisienne qui fut détruit pour le percement de la rue du 4 septembre. Arpenter la rue Vivienne, découvrir ses transformations architecturales, sa vie culturelle, commerciale, artistique, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, c'est plonger dans l'histoire d'une artère vitale du quartier Richelieu. Une histoire que l'on peut retracer à travers les milliers de représentations, de documents et de publications qu'elle a suscitées. Surnommée en 1844 la pourvoyeuse du monde, la rue Vivienne est le nouvel épicentre du luxe et de la mode à Paris. Magasins de nouveautés, marchands de chapeaux, gantiers enjalonnent le parcours. Au numéro 25, face à la Bourse, le Palais de Cristal est l'un des premiers grands magasins de la capitale. Au numéro 43, on trouve les bureaux du journal Le Moniteur de la mode, arbitre des élégances magnifié par les dessins de Jules David. Le développement des commerces de mode est à mettre en relation avec l'apparition des passages couverts.
car la Révolution française a bouleversé l'architecture du quartier. La nationalisation des biens a entraîné la disparition d'anciens hôtels particuliers pour laisser la place à des rues, des monuments et des passages dont les rez-de-chaussée accueillent de nouvelles boutiques. La bourgeoisie parisienne peut s'y promener et faire ses emplettes en toute tranquillité. Avec son entrée ouest située au numéro 38 de la rue Vivienne, le passage des Panoramas est le premier du genre. À l'autre extrémité de la rue, au numéro 2, bâtie à l'emplacement d'un hôtel particulier dont Colbert fut un temps propriétaire, la galerie Colbert est aménagée en 1827 pour concurrencer sa voisine, la galerie Vivienne. Celle-ci abrite de nombreux commerces, tailleurs, bottiers, marchands d'estampes et même un théâtre lyrique, puis un petit théâtre de marionnettes et une librairie. Autant d'enseignes dont l'activité nécessite la diffusion de gravures, la production d'affiches publicitaires et des parutions dans les magazines de l'époque. Certaines font appel aux talents d'artistes tels que Toulouse-Lautrec. Pour répondre à ce besoin de publicité, de nombreux éditeurs ont élu domicile dans le quartier. Ils ont également pour clients la dizaine de théâtres voisins qui passent commande d'affiches, de dessins de costumes et de décors de scène, de billets, de croquis de soirée. D'autres, telle l'entreprise Aubert et compagnie qui ouvre une boutique Galerie Colbert, travaillent avec des caricaturistes célèbres, parmi lesquels Honoré Daumier, dont les dessins se moquent de la politique mais aussi des mœurs de la bourgeoisie. L'effervescence de la rue Vivienne, fréquentée de jour comme de nuit, lui vaut enfin d'être à la pointe en matière de mobilier urbain. Elle figure parmi les 3 premières rues dotées de lanternes au gaz à la fin des années 1820, avant la pose de candélabres dans les années 1840. Toutes ces images et des milliers d'autres sont désormais accessibles sur le site Richelieu Histoire du quartier. Fruit d'un important travail de recherche, il permet, grâce à une simple adresse, un mot-clé ou une thématique, de découvrir des ressources inédites qui illustrent les transformations de ce quartier emblématique de Paris.